Bienvenue dans le monde de la philosophie, bienvenue à vous Stéphane Levacher. Vous êtes essayiste, vous êtes le fondateur et l'animateur d'un site internet qui s'intitule Philosophie du patrimoine, et c'est précisément ce dont nous allons parler. Vous vous intéressez à la manière dont l'architecture, les lieux, les hauts lieux, les rues, les monuments sont en quelque sorte autant de symboles et sont d'une certaine manière porteurs de sens. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage intitulé Un chemin initiatique en plein cœur de Montmartre aux éditions Hermésia, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour votre nouvel ouvrage qui s'intitule Métanoïa. C'est aux éditions Hermésia également. C'est un peu, dirais-je, votre discours de la méthode d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire que cet ouvrage comprend un ensemble de considérations d'ordre que l'on pourrait dire théorique au sens très large, mais également est illustré par un très grand nombre d'exemples de cette philosophie du patrimoine en acte à travers l'analyse d'un certain nombre de schémas, de rues, de monuments. Nous allons en parler, nous allons faire des allers-retours en quelque sorte entre la théorie et la pratique, et puis vous allez nous dire bien sûr dans un premier temps ce que vous entendez par philosophie du patrimoine. Mais avant d'en venir à cette notion de philosophie du patrimoine, pourriez-vous, Stéphane Levacher, simplement nous éclairer sur le sens du titre de votre livre, qui est peut-être un peu obscur de prime abord? Oui, le mot métanoïa. Voilà. On va commencer par ce qui n'est pas le plus simple. La métanoïa, en fait, ça renvoie à un processus, celui dont il est question d'ailleurs dans le patrimoine, dans les dispositifs patrimoniaux que j'étudie. C'est un processus donc qui vise à renforcer en fait la puissance de l'esprit, le nous, En grec, donc le nous, voilà, que l'on traduit par esprit, comme voilà, pneuma par exemple. Alors donc dans métanoïa, le mot nous est présent indirectement, mais il y a cette référence en fait, au renforcement du niveau de l'esprit afin d'accéder à un champ de conscience supérieur, voilà, pour faire court. D'accord. Et alors, lorsqu'on lit votre livre d'une manière comme ça cursive, avant d'entrer dans le détail, il me semble que ce qui vous anime, ce qui est au cœur de votre réflexion, c'est à la fois la quête du sens, de la signification, et le mérite du mot sens, enfin l'un des intérêts du mot sens en langue française, c'est qu'il signifie à la fois précisément l'idée même de signification, mais également de direction et d'orientation. Alors, qu'entendez-vous par ce... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là, hein? Oui, tout à fait. Moi, je parle d'ailleurs en termes de quête de sens du sens. Voilà. Alors, qu'en est-il précisément? Qu'entendez-vous par là? Alors, les dispositifs initiatiques semblent en effet nous indiquer un point de convergence et nous amener à nous en rapprocher. Donc ça s'inscrit en fait dans les énologies, c'est-à-dire que les philosophies du un, avec l'idée que... Voilà, n en grec, hein, c'est le 1. Tout à fait, voilà. Avec l'idée que nous sommes incités par différents biais à remonter vers un principe qui est transcendantal. Voilà. Donc nous y sommes invités d'ailleurs par différents biais, par nos propres rêves par exemple. Mais il semble que nos ancêtres aient laissé et projeté au sol des machines, en quelque sorte, qui ont cette visée de nous faire, en fait, de remonter vers le principe créateur, ordonnateur et harmonisateur, donc de nos vies individuelles, mais aussi de, nos, de nos sociétés, de nos communautés humaines, qui ont, semble-t-il, toujours tendance à s'éloigner de ce principe et par conséquent à se précipiter vers des gouffres, ce qu'on trouve d'ailleurs formulé assez régulièrement dans les dispositifs patrimoniaux, comme par exemple celui du Louvre. Cette idée d'égarement collectif et individuel. Et donc, il y a eu la nécessité, nos ancêtres ont compris qu'il y avait la nécessité de fournir des éléments afin justement de retrouver le nord quand on le perdait, et donc de retrouver ce sens du sens, s'il en est,
Euh, voilà pour éviter toujours cet égarement et les désastres consécutifs à ces égarements individuels et collectifs. Est-ce à dire, Stéphane Levaché, que dans cette perspective-là, il n'y a nulle distinction entre ce que dans la doctrine platonicienne on appelle parfois le sensible et l'intelligible, ce que l'on peut appeler parfois l'immanence ou la transcendance? Vous avez parlé du un et des philosophies et des pensées de l'énologie et de la transcendance de l'un. Néanmoins, c'est une transcendance qui marque de son empreinte le monde sensible, le monde matériel. C'est ainsi que vous le concevez, ou bien vous inscrivez-vous dans une perspective qui demeure dualiste en quelque sorte? Non, non, tout justement, absolument pas. Moi, mon référentiel principal, c'est celui de Plotin, hein, donc, Oui, qui est un monisme, oui. avec l'idée justement que ce principe transcendantal, il est inscrit en nous, il est en chacun d'entre nous. Hein, chacun d'entre nous est en mesure de remonter vers le principe qui nous dépasse. Et donc, en fait, toute forme de vie et tout être est une forme du principe. Donc nous sommes informés, simplement, il y a un tel éloignement par la matérialité de nos êtres que l'information est soit plus du tout perceptible, soit déformée. D'ailleurs, il y a une représentation dont je parle dans mon livre, qui est la représentation de Cassandre, qui représente justement une psyché informée, parce qu'elle a été directement reliée au dieu et donc à la formation Apollon, sauf qu'elle s'en est éloignée, et ce qui fait que même si elle a la capacité de capter l'information, en fait on ne l'écoute pas, c'est un contre-don que lui a apporté Apollon. Donc le problème, c'est que l'information, on l'a, mais on a du mal, en fait, à la comprendre et on a tendance à la déformer. Donc les dispositifs initiatiques ont cette visée de nous aider à mieux comprendre ce qui se formule euh, en nous et à travers des générations successives de créateurs, opérateurs qui nous aident finalement à retrouver ce sens qu'on a tendance à perdre dans les périodes notamment de crise. Donc il y a vraiment une nécessité de réactiver les hauts lieux en période de crise pour justement faciliter ce retour à la source et cette compréhension des idées, des informations qui sont harmonisatrices. Mhm. Alors qu'en est-il précisément de ces hauts lieux? Qu'est-ce qu'un haut lieu? Qu'est-ce qui distingue un haut lieu d'un autre type de lieu? Ou bien peut-on dire qu'en un sens, il n'y a jamais que des hauts lieux? Et comment cette réactivation ou cette actualisation dont vous parlez, comment est-elle rendue possible? Vous avez parlé de processus initiatique. Est-ce un processus initiatique qui est au fond, compte tenu de la période dans laquelle nous vivons, que nous traversons, qui ne peut qu'être effectif sous une modalité individuelle, ou bien est-il possiblement organisationnel? Comment cela se produit-il? Est-ce une ouverture que chaque un, pour reprendre votre formulation, peut de lui-même activer à l'occasion d'une crise, à l'occasion d'une grâce, à l'occasion d'une ouverture, que sais-je? Ou bien est-ce que cela passe par un cheminement, par une méthode? Et j'emploie le terme métaphorique de chemin, et méthode, c'est le même mot en grec d'ailleurs, volontairement bien sûr, puisque cela nous renvoie à la géographie également, hein, et nous allons en parler bien sûr en donnant des exemples précis, vous avez commencé à le faire. Cette articulation du haut lieu et de l'initiation, comment la pensez-vous? Comment la vivez-vous? Alors disons que la question est intéressante. Les hauts lieux ont des caractéristiques de toutes sortes qui font qu'ils sont habilités à aimanter les pèlerins, hein, au sens très étymologique du terme. Hein. Pèlerin, ça veut dire étranger. Donc, en fait, on est étranger à soi-même puisqu'on est éloigné du principe qui nous a créés et qui nous invite à nous déployer d'une certaine façon, suivant
le terme en téléchie. Après, peut-être qu'il y a même la possibilité de dépasser ce stade du déploiement optimum a priori de l'humain. Ça, on pourra en reparler après. Donc les hauts lieux ont une habilitation, voilà, à informer et ont des caractéristiques propres qui font que l'information passe de façon privilégiée donc dans ce qu'on appelle les hauts lieux. Après, il est évident qu'il faut que quelque chose se soit un peu ouvert en chacun pour que ces hauts lieux soient véritablement opératifs. Alors c'est intéressant cette question que vous me posez parce que j'organise au mois de juin un festival qui s'appelle le Festival de la Merveille des Mystères, 28, 29, 30 juin. Et justement, on va parler d'un type de hauts lieux particulier que sont les souterrains. On va les aborder donc. C'est pourtant un bas lieu, le souterrain. Oui, c'est un bas lieu, mais priori, justement, parfois il faut descendre pour remonter. Ça s'inscrit aussi régulièrement de dispositifs initiatiques, ne serait-ce que dans une partie des basiliques, par exemple, je pense à celle de Montmartre ou à celle de Lisieux, où il faut descendre dans les cryptes avant d'éventuellement remonter vers le haut du dôme, qui correspond à un rapprochement justement du principe. C'est une forme d'œuvre au noir, Stéphane Levacher. Ah oui, tout à fait. Oui, la descente dans les profondeurs, ça correspond en effet à la phase au noir. Et puis après, on va remonter en passant par la phase au blanc et la phase au rouge, qui est la connexion et l'accès à l'information qui donne justement dans les dômes des basiliques, qui nous permet de voir le panorama, c'est-à-dire au sens des Grecs, c'est-à-dire le spectacle du tout, c'est-à-dire qu'on comprend, on a un accès à un autre niveau de conscience qui permet de comprendre que le monde visible est harmonisé par un principe qui est donc ordonnateur, et puis qui engendre des formes qui sont bonnes. Oui, sauf que nous, on ne le voit pas. Et qu'il n'y a pas de contradiction précisément entre le visible et l'invisible. Non, non, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a même l'idée qu'au-delà du cercle qu'on voit lorsqu'on observe le panorama depuis le haut du dôme, il y a quelque chose qui échappe à la perception, voilà, et qu'on pourrait réduire au concept de néant suressentiel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui revient assez régulièrement dans les dispositifs, notamment normands, où le néant suressentiel est représenté par les perspectives de la Manche. La Manche étant une espèce de représentation quand même un peu substantielle de quelque chose qui, justement, échappe à la matérialité. Alors, pour revenir au lieu, donc les souterrains, donc on les abordera sous l'angle de l'histoire, avec une présence assez récurrente des Templiers qui, semble-t-il, ont préservé des sites donc souterrains très très anciens, ont été chargés soit de les protéger en les occultant quelque peu, soit de les réactiver, voilà, à leur temps. Donc on trouve, quand on s'intéresse aux souterrains, que moi je dis initiatiques, ils ne le sont pas forcément toujours, on trouve la trace historique des Templiers, mais on abordera aussi les souterrains sous l'angle de l'énergie, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où on ressent fortement et évidemment, on en a découvert un là, qui s'appelle la Bauve des Chevaliers, dont on parlera au festival, qui est extraordinaire et se dégage de façon évidente. Et puis il y a des phénomènes, par exemple, c'est un site donc, qui était fermé depuis des années, peut-être une vingtaine d'années. Et quand je suis rentré à l'intérieur de ce dispositif, le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait aucune déjection animale, pas de dépôt de poussière, pas de dégradation de la pierre sous forme de suintement, etc. Et donc, un des géobiologues qui est venu par la suite et qui sera présent au festival nous explique que le niveau vibratoire de ces lieux fait que les animaux ne rentrent pas. Donc, il n'y a pas d'éjection. Alors que si on rentre dans une grotte qui correspond plutôt à une carrière, par exemple, il y a cet aspect dégradé. On trouve parfois d'ailleurs des carcasses animales. Voilà, des carcasses animales, etc. Et là, absolument pas. Donc on étudiera donc ce type de souterrain donc sous l'angle de l'histoire, sous l'angle du symbolisme, sous l'angle des énergies qui s'y manifestent. Et ça est un paramètre important qui est extra-personnel. Et puis, bien entendu, à partir du moment où on aborde ces lieux sous l'angle des symboles, parce qu'il y a parfois le tracé même de l'architecture souterraine peut être comprise comme un idéogramme. C'est le cas de la Bauve des Chevaliers. On regarde le plan et on comprend, quand on a des clés, qui signifient les 3 phases du processus. On y revient toujours. Et puis après, quand on rentre dedans, on l'expérimente. C'est-à-dire que c'est fait pour qu'il y ait des sensations
corporelle et qu'on fasse en fait une expérience psychico-physique. Et ça, c'est tout à fait troublant. Alors je pense qu'un certain nombre d'édifices religieux chrétiens tardifs ont essayé de créer la même phénoménologie. Et les grands dispositifs que sont par exemple le site de Montmartre, hein, qui se déploie du pied du Louvre et qui va jusqu'en haut du dôme, reprend ce type de process, si on peut dire. Et, sauf que c'est peut-être moins physiquement impactant que le sont certains souterrains ou certains temples très anciens, antiques. Mais à partir du moment où justement on capte les symboles, on se met on se met en marche en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que ce qui peut aider aussi à suivre à rentrer en processus et peut-être à accélérer les processus naturels qui sont inscrits dans notre psyché, hein. Les rêves la nuit nous Oui, incitent, nous oui, susurrent oui. un chemin à suivre. Je pense que ces dispositifs, comme les souterrains, sont des machines en fait à un peu accélérer le processus, donc des machines en fait opératives. Oui. Voilà. Et donc justement, donc on va travailler. Donc on aura Georges Combe, le cinéaste Georges Combe, qui va venir avec son film sur les arêtes de poissons, les souterrains de Lyon. Parce que ça, c'est un dispositif complètement aberrant en termes de rationalité de construction. Et le géobiologue Philippe Cissé, qui est venu en Normandie étudier un certain nombre de sites, 7 sites différents, a aussi étudié ce souterrain de Lyon et va nous amener justement un certain nombre d'informations énergétiques. Et puis le lendemain, le dimanche, on va travailler sur ce que formulent ces dispositifs, qui est la philosophie apériniste d'une certaine manière, mais Bien aussi sûr, l'alchimie spirituelle. bien sûr. Et donc le dimanche, on parlera de l'alchimie spirituelle qui se manifeste dans les livres. On aura Daniel Chouchi qui va nous parler des textes arabo-musulmans qui Mhm. sont en fait extrêmement, qu'on avait oubliés, pas perdus, mais oubliés, et que lui remet en valeur et qui parle très clairement de ce processus-là, Mhm. et notamment font référence au soufre rouge. Je renvoie d'ailleurs aux travaux de Daniel Sushi sur YouTube, enfin, qui fait un Oui, certain nombre très de très bon films travail. qui sont, voilà, c'est un très 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 bon intéressant. travail, donc saluons-le à cette occasion-là, voilà. Voilà, ça sera suivi justement après une intervention de Bertrand de la Vessière, qui est le psychanalyste jungien, dont la pensée actuellement me semble être une des plus pertinentes. Voilà, c'est quelqu'un qui repense avec son référentiel jungien, mais avec son propre corps de penseur d'aujourd'hui. Et lui nous montrera que cette alchimie spirituelle, elle se déploie dans le travail des rêves. Et l'après-midi, j'emmène les gens sur site dans un manoir qui s'appelle le château d'ailleurs de Saint-Germain-d'Olivet, qui est une véritable demeure philosophale, c'est-à-dire, pour répondre à votre question, qui inscrit symboliquement à travers des représentations figuratives, mais également par la structure architecturale, il y a quelque chose de mathématique et très physique, je dirais, dans la perception. Donc, au château de Saint-Germain-d'Olivet, on retrouve les 3 phases du processus qui sont déployées de façon extrêmement impressionnante. Après, quand je fais la lecture de ce site-là, je me réfère souvent d'abord à la toponymie. Et quand on écoute Saint-Germain-d'Olivet, il y a des choses extrêmement intéressantes parce qu'on a le Saint-Germe 1, genre le principe créateur-ordinateur qui est là, c'est un principe, c'est l'esprit en fait, c'est Oui, un le esprit germe 1, transcendantal, le germe 1, tout à fait, de l'Ivet, Saint-Germain-d'Olivet, et l'Ivet en étymologie, je crois que c'est du breton, si je me souviens bien, veut dire quelque chose qui teint. Donc c'est le principe qui teint la vie mhm, et qui fait que la vie est vivable. mhm. Et c'est C'est ça aussi qui la fait que nous ne teinture sommes pas que alchimique, c'est hein. la teinture Mhm, alchimique, c'est mhm, le soufre. mhm, Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait Saint-Germain-Livet, si on va pas dans le bon sens, si on ne suit pas le bon sens, ça fait ville et. mhm, Ça fait le contraire du mhm, beau. Et mhm, là, on renvoie, mhm, ça nous ramène à Plotin qui dit que le mal, en fait, est simplement, enfin, si on veut dire, un éloignement du bien. En mhm, fait, c'est la privatio boni. mhm. Et Ce qui est un si de grand thème aussi Saint-Germain-d'Olivet de la pensée nous le scolastique, dit de hein. façon amusante, Ouais. en usant de la langue des oiseaux, de l'étymologie, puis plein d'autres moyens. Parce que cette philosophie du patrimoine,
elle a toutes ces dimensions, donc visuelles, mais c'est la toponymie, la topographie. On fait l'expérience aussi, par exemple à Montmartre, c'est très labyrinthique, donc on monte, on descend. Il y a des moments qui sont un peu rudes en termes de marche. Parfois, on a l'impression d'être perdu dans un labyrinthe. Et puis après, il y a plein d'images sur le dispositif de Montmartre qui part donc du pied du Louvre, rue de l'Échelle, ce qui n'est pas Ce rien. qui est On est au pied significatif, de hein. l'échelle Ouais. de Jacob, ça fait référence à l'échelle de Voilà. Jacob, et on va jusqu'au sommet du dôme. Après, on peut même aller jusqu'au bout de l'impasse de la rue du Mont-Cenis qui donne en perspective la basilique Saint-Denis de l'autre côté de la Seine. Donc il y a même un prolongement au-delà de la Seine, peut-être au-delà d'ailleurs du monde visible. Et donc c'est un enchaînement, je sais pas, j'ai pas compté, mais de plusieurs centaines, au moins une bonne centaine de symboles. Mhm. Alors justement, vous avez évoqué la topographie, la toponymie, les symboles, donc une certaine conception de l'architecture, Mhm. et dans l'architecture on entend l'arché, hein, le Mhm, tout à fait. commencement en Mhm. tant que commandement. Vous avez évoqué également un certain nombre de noms, on va revenir sur ces noms-là, sur certains d'entre eux, on va revenir également sur certains lieux, certains sites, mais pourriez-vous, vous avez évoqué également la langue des oiseaux, pourriez-vous nous dire quels sont les instruments intellectuels, mais au sens le plus profond du mot, c'est-à-dire les instruments qui contribuent à animer l'intellect, donc au-delà de la raison, hein, sur un mode supra-rationnel, qui nous aide à concevoir et à approcher ces sites, ces hauts lieux. Ces lieux, au fond, je songeais en vous écoutant à Maurice Barrès et à la colline inspirée, qui sont des lieux inspirés, Mhm. évidemment, Mhm. ces lieux où souffle l'esprit, puisque c'est bien Tout de à cela fait. qu'il s'agit. Oui, oui, c'est ça. En fait, on pourrait résumer, on pourrait définir justement le haut lieu comme un lieu où souffle l'esprit, où l'information est, la- est particulièrement en fait perceptible parce qu'elle s'y manifeste. Alors, elle s'y manifeste peut-être par nature même, avec un N majuscule, une nature se naturant, du lieu, donc du paramétrage naturel du lieu, mais aussi par les interventions opératives des différents humains qui se sont succédés sur ces lieux. Donc il y a ce duo de, je Ça, dirais de c'est un forgerons des très sites. joli mot en langue des oiseaux, hein, Oui, oui, tout à le fait, duo. tout à fait. C'est-à-dire que D-U-H-A-U-T. exactement. C'est-à-dire que les lieux ont été signés, paraphés, accompagnés, augmentés par l'homme. Ça, c'est important. Alors, pour leur compréhension, intégration, c'est vrai qu'il faut, et puis pour pas non plus s'égarer et déformer l'information et risquer de dire un peu n'importe quoi, Oui, il faut absolument avoir des référentiels. Alors c'est pour ça justement j'ai écrit d'ailleurs le livre Métanoïa, parce que mon premier livre, Un chemin initiatique de Saint-Denis, en fait j'ai tiré des fils et le chemin initiatique de Saint-Denis mhm, m'a permis d'ailleurs de prendre conscience qu'il y avait des dispositifs initiatiques. Je ne le savais pas. Voilà. Donc que nos ancêtres avaient projeté au sol de vastes machineries pour nous aider à retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, le sens du sens. Donc moi, ça, je l'ai découvert en tirant les fils. J'ai expliqué dans mon livre Un chemin initiatique comment ça s'est passé. J'avais juste eu au préalable un rêve très puissant après une visite à Chambord. C'est-à-dire quand j'ai fait la oui. visite du château de Chambord, j'ai eu vraiment un choc et j'ai compris euh, psychico-physiquement, je dirais que c'était pas un château comme les autres, que c'était une espèce de structure psychique. Et j'ai fait des rêves après, un rêve notamment après dont je parle dans mon livre, qui m'a permis de comprendre qu'il y avait dans le patrimoine des informations qui pouvaient nous aider à pas nous perdre dans notre propre labyrinthe psychique. Voilà. Mhm. Donc, et puis après, donc j'ai tiré 6 fils. Donc j'ai fait aussi une découverte d'un dispositif qui n'était pas, voilà, mis à jour, qui n'avait pas été répertorié comme tel, alors que c'est en plein centre de Paris. C'est pas rien quand même, ce chemin initiatique de Montmartre, qui part encore une fois du pied du Louvre. Et puis j'ai aussi fait le constat que ça fonctionnait, puisque moi j'ai compris un certain nombre de choses en suivant ce parcours. Voilà. Et Metanoia, ça a consisté finalement
Alors après, j'ai fait un gros travail justement de recherche, de lecture, pour avoir des référentiels, c'est le terme que j'utilise, solides, qui me permettent de proposer des lectures sérieuses. Voilà. Alors, dans Métanoïa, je parle de ces référentiels. Alors, il y a les référentiels anciens. Alors, mon préféré, c'est Plotin, avec ses 54 traités. Alors, on va en parler parce que c'est un point qui est extrêmement important. On va s'interrompre quelques secondes pour diffuser un bobino. On se retrouve très très vite. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Retour dans le monde de la philosophie. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Stéphane Levaché pour son ouvrage Métanoïa, paru aux éditions Hermésia. Alors, vous nous disiez, Stéphane Levaché, qu'il est dans ces labyrinthes, dans ces souterrains, il est aussi possible de s'égarer, en tout cas dans la vision que l'on peut en avoir, et qu'il faut donc un certain nombre de garde-fous, parce que certains auditeurs, après tout, peuvent se dire, mais tout ceci relève du pur subjectivisme, pourquoi pas du pur imaginaire, et non pas de l'imaginal, bien sûr, cher à Henri Corbin, à Gilbert Durand et à toute la tradition métaphysique d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet à la limite. Ces garde-fous, vous donnez un certain nombre de noms de grands penseurs qui sont autant de garde-fous, précisément, et qui gardent celui qui s'est lancé dans cette quête, dans cette recherche, disons de tout délire et de toute forme de folie. Puisqu'après tout, dans ce registre-là, il est tout à fait, il est hélas même commun et banal de rencontrer des personnes qui ne brillent pas par leur équilibre ni mental, ni physique, ni psychique, ni spirituel, n'en parlons pas. Alors, vous ne vous référez pas à n'importe qui, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est-à-dire que le cœur de la manière dont vous pensez ces phénomènes et ces idées est dominé en effet par Plotin. C'est-à-dire c'est un nom qui revient très souvent dans votre ouvrage. Il n'est pas le seul. On va en parler. On va donner d'autres noms également tout aussi essentiels. Pourriez-vous, vous avez dit quelques mots au début de l'émission, mais pourriez-vous de manière plus précise nous dire qui était Plotin et en quoi sa vision du monde, sa métaphysique, qui sans doute, qui me semble-t-il est en tout cas un des sommets de l'intellectualité occidentale, bien entendu dans la lignée de Platon, en quoi cette pensée-là peut s'intégrer dans la vision que vous défendez et dans la pratique que vous défendez? Alors déjà, Plotin, c'est la gloire des philosophes, a dit je ne sais plus trop quel auteur, que citait Monsieur Gerfagnon, je crois, dans son Lucien Gerfagnon, dans son, qui était dans lui-même son ouvrage sur la pensée antique, un grand spécialiste de Plotin gloire, et du néoplatonisme. Voilà, tout à fait. Donc gloire des philosophes au sens de c'est l'apogée d'une façon de penser qui a commencé avec Platon. D'ailleurs, la proximité des noms est peut-être pas tout à fait aléatoire. Et Pléthon ensuite, d'ailleurs, c'est très intéressant, à la Renaissance, P-L-E-T-H-O-N, on dirait Platon, Plotin, Pléthon, c'est très étrange. C'est très étrange, voilà. Et ce qui est important surtout, c'est qu'on a les traités, on a l'œuvre complète de Plotin. Donc il n'y a pas de trou dans son système. Donc, alors c'est un temps de lecture assez considérable. C'est aussi une œuvre qu'il faut lire et étudier, pas simplement que lire. Donc c'est un temps de lecture assez important, 2, 3, 4 ans, voilà, pour intégrer tout ça. Mais c'est vrai que toute l'énologie, c'est-à-dire la philosophie du 1, est décrite de façon extrêmement précise et avec une beauté aussi qui fait que c'est une pensée qui est investie et qui est substantielle, parce que Plotin vit ce dont il parle et témoigne aussi de ce dont il parle, et très clairement.
Et puis il y a cette idée oui, que tout est informé par un principe, et le problème c'est celui de l'éloignement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une émanation, en quelque sorte. Voilà, Plotin exactement. est un penseur des hypostases. L'un, Oui, alors là, l'esprit là, et il y a l'âme. le un d'avant le visible, si on pourrait dire, avant l'être, et puis l'un d'après l'être. Enfin bon, c'est un système assez Voilà, compliqué en voilà. procession. En Mais procession, et c'est une le forme 1, voilà, le d'émanation. 1 Oui, engendre l'intellect. oui, oui, L'intellect, oui. alors le 1 émane Hum, plutôt l'intellect. hum, Après, l'intellect engendre donc ce principe intelligent, le nous en fait, engendre la substance dans laquelle il se manifeste et se déploie, qui peut être, enfin c'est l'âme en fait, hum, l'âme du monde. hum. Et nous avons des portions d'âme, nos portions d'âme sont reliées à cette âme du monde. Et puis cette âme du monde, lorsqu'elle s'éloigne, a tendance à se cristalliser, voilà, à se matérialiser. Et c'est là où les grilles se forment, les murs occultent justement l'information. Et à ce moment-là, il y a un risque d'apesantissement, si on peut dire, La de pesanteur et la grâce. pesanteur, voilà, et d'effondrement, de Mhm. chute, etc. Alors chez Plotin, ce qui est intéressant, c'est l'idée aussi que la matière, justement, n'est pas mauvaise. Elle est Absolument. une forme aussi informée, mais c'est la forme la moins informée, la moins bien informée, donc qui nous incite plutôt à nous tourner, à retourner plutôt vers l'intérieur, vers, vers le psychisme, dans le psychisme, pour mieux capter les informations. Et les symboles sont justement des projections sur un support de l'imaginal. Oui. Voilà. Mhm. Après, attention, en effet, c'est-à-dire qu'on sait que depuis les travaux jungiens, qui est un de mes autres référentiels Voilà, parlons-en majeurs, également voilà, de Carl Gustav Jung, voilà. donc, et de la psychologie analytique. Alors moi d'ailleurs, je préfère le terme psychologie des profondeurs. Oui. Je crois que c'était la première façon dont il désignait son approche, voilà, de la psyché humaine. Parce que justement, il est un de ceux qui est allé justement se reconnecter avec les informations qui viennent de profondeur qui transcendent la personnalité humaine. Voilà. Et puis il a surtout été quelqu'un qui a réactualisé dans des termes contemporains et peut-être plus scientifiques cette façon de vivre et de penser la vie qui a toujours existé en fait sur la surface du globe. Alors, il y a un terme générique qui est Philosophia Perennis. Moi j'adore aussi, c'est un autre référentiel, le livre Philosophia Perennis de Aldous Huxley. Mhm. Alors Aldous Huxley, il est surtout connu pour sa vision dystopique du monde. Mais justement, c'est là où il est intéressant, Huxley, c'est qu'il s'est dit comment échapper à cette chute fatale du monde et du nôtre, qui est à nouveau sur une pente glissante et qui s'accélère. Ce que vous avez appelé le gouffre tout à Voilà, l'heure. le gouffre, voilà. Donc on est une période de retour de la perspective d'engouffrement. Et Huxley a trouvé comme solution cette Philosophia Perennis qui est inscrite depuis la nuit des temps dans toutes les civilisations. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il parle en termes de version. Par exemple, il explique que, il nous dit, il fait comprendre en tout cas, que le néoplatonisme est une version de cette façon de penser, alors très ancienne, mais pas si ancienne que ça, parce que c'est le 3e siècle. Bien sûr. Voilà, mais il y a eu l'alchimie est une version, alors certainement très intuitive et expérimentale, parce que c'est parti des travaux des métaux sur la matière, justement, et une pensée est venue de là. Il y a certainement une philosophia perennis mégalithique. Hein, moi, je travaille parfois sur des sites mégalithiques qui semblent aussi formuler cette façon de penser par la disposition, par l'orientation, par les couleurs, par les, Les alignements. oui, les dimensions, le côté calorifique de la pierre, les représentations parfois qu'on peut deviner sur certaines pierres. Enfin bon. Donc, il y a des versions de cette façon de penser qui nous dit que tout est en fait produit d'un principe transcendantal, créateur et harmonisateur. Il y a des versions, donc cette façon de penser à toutes les époques. Donc moi je réfère au néoplatonisme. Dans les contemporains, bien sûr, Carl Gustav Jung. J'ai aussi beaucoup évoqué 2 ouvrages qui m'ont passionné
penseurs contemporains dans deux domaines, celui de la psychologie et celui de la physique quantique. Parce qu'en fait, mon livre Métanoïa avait un peu comme visé une défense et illustration de la philosophie du patrimoine, Oui. comme il y a eu une défense et illustration de la langue française par Du Bellay. Oui. Et donc, j'ai voulu montrer qu'il y avait des correspondances avec ce qui se déroulait dans le patrimoine, avec justement donc, des doctrines bien connues et qui font autorité des anciens, mais aussi avec des visions, des conceptions qui sont en train de se déployer à travers certains de nos contemporains. Alors j'ai fait référence notamment au livre Psychologie transpersonnelle de Stanislav Grof, dont le sous-titre est une approche globale et spirituelle pour épanouir sa conscience. C'est tout un programme. Et donc là, qui nous montre que dans l'approche de la psyché humaine, il y a un grand nombre de thérapeutes qui commencent à retrouver le chemin que les anciens ont inscrit justement dans le patrimoine. Et puis au niveau de la science, la physique, si on peut dire, je fais référence à Fritjof Capra dans le Tao de la physique. Oui, c'est un grand classique. Voilà, tout à fait. Alors c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait référence à des classiques pour qu'il y ait aussi la possibilité de vérifier, pour les gens qui lisent un petit peu, les correspondances, parce qu'ils seront quand même en territoire familier. Et le sous-titre, c'est une exploration des parallèles entre la physique moderne et le mysticisme oriental. Là aussi, le sous-titre nous dit tout. Donc il y a des correspondances avec les postes modernes. Absolument. À ce propos, Stéphane Levaché, il y a un autre nom que l'on ne peut pas citer, je pense, puisque vous faites référence à l'Orient, c'est Henri Corbin. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, et alors, bon, vous l'évoquez, mais quel est votre positionnement et quel est votre jugement sur l'œuvre de René Guénon ? Alors j'ai fait référence aussi à René Guénon. Oui, tout à fait. De manière très générale. Alors, René Guénon, il a apporté quand même pas mal de clés de lecture d'un certain nombre de symboles. Oui, voilà. Tout à fait. Par exemple, il y a cette idée de petit mystère et grand mystère aussi qui est intéressante chez Guénon. Et donc la fin de la phase rouge, c'est on passe dans l'invisibilité et au-delà de l'humain. Et donc là, on rentre dans les grands mystères. Mais sinon, le processus en 3 phases, noir, blanc, rouge, pour simplifier, et correspond au petit mystère dont parle Guénon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est Guénon, moi j'ai un petit peu de mal à le lire. Le ton de Guénon me dérange un petit peu. D'accord. Une forme de dogmatisme. Et en termes de contenu de pensée, c'est une mine d'or, l'œuvre de Guénon. Bien sûr. Et il y a une compréhension des symboles et une clarté dans l'herméneutique. Et puis dans la langue, hors norme. Il y a un nom également que vous citez, on fait une énumération, mais c'est simplement à titre indicatif, les lecteurs se reporteront à votre ouvrage évidemment, mais il importe de mentionner ces grands noms de la pensée pour bien sécuriser le discours, si j'ose dire. Schwaller de Lubitsch, qui tient une place considérable dans votre livre, qui est très peu connu aujourd'hui, en dehors des milieux qui s'intéressent à toutes ces questions à la fois symboliques et architecturales, ô combien concernant Schwaller de Lubitsch en liaison avec le domaine égyptien, bien entendu. Pourriez-vous, Stéphane Levaché, nous dire simplement quelques mots? Ensuite, on va en venir à des cas concrets. Vous avez déjà commencé à en évoquer quelques-uns, mais on va atterrir, si j'ose dire, un peu, bien que l'on n'ait jamais quitté la Terre, au fond, ni le ciel. Mais pourriez-vous nous dire en quelques mots Schwaller de Lubitsch, pourquoi lui, qui était-il, en quoi vous paraît-il fondamental? Alors, j'ai fait de nombreuses références, en effet, au livre qui est lisible par tous, d'Aïcha Schwaller de Lubitsch, donc la compagne de Lubitsch, et surtout à Erbach, disciple. Voilà, parce qu'il y a Erbach, le premier... Oui, le petit pois. Oui, voilà. Donc, parce que le premier, en fait, est une façon de se familiariser avec cette façon. Et puis le deuxième tome, Erbach disciple, nous plonge vraiment dans la métaphysique, à travers quand même une fiction, pour simplifier. Et puis, c'est un petit peu la confiture qui permet de faire passer des choses qui nécessitent une vraie attention, une vraie concentration. Donc, c'est un livre magnifique. Et on comprend que, oui, Schwaller de Lubitsch a... désocculter la métaphysique égyptienne. Et que c'est la base de... D'ailleurs, Plotin le dit lui-même, il dit que sa façon
de penser le monde, de tout s'aligner, en fait, il fait référence à Platon, Bien sûr. ils le doivent aux Égyptiens, mais il est possible aussi, suggère-t-il, que les Égyptiens eux-mêmes l'aient hérité d'autres civilisations, il n'en dit pas davantage. Oui, mais oui. il dit aussi C'est ce qu'ils que l'ont dira peut-être Guénon trouvé aussi. par eux-mêmes, Oui, bien parce sûr. que cette façon de penser, puisque c'est une philosophie éternelle, elle est aussi, on est informé par le principe, donc on peut la retrouver par soi-même, notamment à travers la voie des rêves et à travers le patrimoine très abondant en France qui nous susurre à l'oreille certaines informations et nous invite à se mettre en chemin. Je crois que c'est Plotin aussi qui disait que tout conspire. Donc finalement, il y a des signes un peu partout, il y a des éléments un peu partout, en nous et hors de nous, qui nous incitent à engager en fait une quête, remonter. Ce qui conspire, c'est aussi ce qui respire et ce qui spire tout court. C'est la circomincession. Voilà. Tout ceci est lié, bien entendu, à ce qui spire, c'est-à-dire le spiritus, l'esprit lui-même. Exactement. Alors justement, pour finir sur les référentiels, oui. Je voudrais dire aussi que j'ai abondamment cité Rémi Soulier. Ah bah c'est très aimable à vous, effectivement. J'ai ce petit ouvrage, Les Métamorphoses d'Hermès. Alors, pourquoi cet ouvrage-là? Parce que j'aurais pu aussi faire référence à François Bonnardel, qui est une référence immense. Absolument. Avec sa philosophie de la chimie, mais également son petit livre clé sur l'hermétisme. Oui, dans tous ses livres d'ailleurs, François Bonnardel est admirable. Et dans Les Métamorphoses d'Hermès, j'ai adoré, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le côté actualisation, c'est-à-dire nous ramener au fait que l'hermétisme, c'est une philosophie d'aujourd'hui et de demain. Et c'est en cela que moi je pense comme vous pensez, Rémi, comme postmoderne. Alors il y a deux types de postmodernité. Il y a la postmodernité qui s'enfonce, qui est un enfoncement de la modernité dans un matérialisme qui devient fou. L'engouffrement. Voilà, un engouffrement. Et puis il y a une postmodernité qui a peut-être ouverte justement, notamment Carl Gustav Jung, et qui donne des éléments de recréation d'un paradigme nouveau pour l'avenir, mais c'est un paradigme en fait qui n'est pas si nouveau que ça, qu'il faut simplement réactualiser en lui donnant les formes de notre temps. Absolument. Alors, Stéphane Le Vacher, vous avez évoqué un certain nombre de sites géographiques, un certain nombre de régions, vous avez parlé de Paris, vous avez parlé de la Normandie. Alors là, dans cette dernière partie de notre émission, je souhaiterais que l'on soit aussi concret que possible après avoir posé les bases théoriques et métaphysiques de la représentation qui est la vôtre du patrimoine. C'était nécessaire, c'est l'esprit même du monde de la philosophie. Je souhaiterais donc que vous nous donniez quelques exemples de manière assez concrète, assez précise, de la façon dont il est possible de se mouvoir dans ces sites et de ce qu'il est possible d'y lire. Alors, lorsqu'on lit Métanoïa, donc votre ouvrage publié aux éditions Hermésia, on est frappé par au moins deux grandes zones géographiques qui sont à vos yeux essentielles. C'est la zone parisienne elle-même, le Parisis, dirions-nous, peut-être le parc Isis, la barque d'Isis, et puis la Normandie, singulièrement Étretat. Vous y revenez souvent, y compris concernant le blason d'Étretat. Vous revenez sur des lieux précis parisiens. Alors pourriez-vous nous donner, dans un premier temps, vous avez évoqué Montmartre, le Louvre, Montmartre, la rue de l'Échelle. Pourriez-vous nous donner d'autres exemples de ce qui est toujours visible et palpable dans Paris? Moi j'ai été très frappé de votre insistance autour de la tour First. Alors, je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs. Oui, Tour First, tout à fait. F-I-R-S-T. C'est étonnant. Vous y revenez très souvent. Pourriez-vous nous dire, Stéphane Le Vacher, de quoi est-il question? Alors, déjà pour reprendre au niveau des différents sites auxquels je fais référence, en fait, ce sont des sites que je connais bien et que je fais visiter régulièrement. Donc, mes deux régions connues, arpentées, en tous sens, Paris et la Normandie, mais il va de soi que sur tout le territoire de la France et en dehors de France, en Europe, et peut-être dans d'autres pays, c'est certain même, il y a ce type de dispositif. Mais la France est quand même bien lotie de ce point de vue-là. Nos ancêtres ont vraiment bien travaillé. Alors après, pour revenir à un des exemples concrets. Alors oui, on peut parler par exemple de l'axe du Louvre. L'axe du Louvre, c'est vraiment une merveille. Alors c'est connu. Oui, mais alors rappelez-nous, parce que tout le monde. Donc d'ailleurs, moi je
parle de l'axe du Louvre comme étant un axe métaphysique. Alors cet axe, déjà, ce que les gens ne savent pas, et ce que je pense avoir découvert, bien que Charles Imbert l'avait évoqué dans un de ses livres consacrés à justement Paris, l'axe du Louvre, ça je l'ai pu le vérifier, fait 170 km de long. Voilà, c'est-à-dire qu'il part en fait d'une rue, ça c'est Bernard Roger, architecte, qui a fait Paris la chimie, très bon livre également, qui évoquait ce détail du point de départ de l'axe centré sur l'obélisque, qui est une incarnation, enfin une représentation du principe transcendantal. Cet axe, en fait, il part de la rue de l'Arbre Sec, à l'arrière de la cour Carrée, et il se déploie sur 170 km jusqu'à Harfleur en Normandie. Alors cet axe, ce n'est pas celui qui est indiqué par le vaisseau du Louvre visible, qui lui-même est déjà en fait un peu désaxé. Le vrai axe, en fait, il est indiqué au sol, à côté de la pyramide, par le socle de la statue de Louis XIV par Le Bernin, qui est décalé en fait par rapport à la base sur laquelle est posée la statue. Donc il y a vraiment une volonté de donner à voir à ceux qui sont un petit peu attentifs. Et donc cet axe-là, qui est le seul qui soit vraiment informé par le principe qu'on ne devrait jamais perdre de vue, qui est représenté par l'obélisque, fait 170 km. Et le point de départ, si je peux dire, comme avec Montmartre, on est au pied de l'échelle, on est au pied de l'échelle tant qu'on n'a pas engagé un processus de remontée vers le principe, et bien avec l'axe du Louvre, le pied de l'échelle, c'est la rue de l'Arbre Sec. C'est-à-dire qu'avant d'avoir engagé quoi que ce soit, quelques démarches psychico-spirituelles que ce soit, on est comme un arbre mort. Mais nous ne sommes pas un arbre mort, on est juste un arbre sec. Et d'ailleurs, au niveau de la toponymie, on nous rappelle que cette rue s'appelait l'Arbre Sel. C'est-à-dire que l'arbre qu'on croit peut-être être mort, mais qui ne l'est pas, qui est simplement sec, contient son sel, donc le soufre, que moi j'appelle le soufre de l'âme, mais on ne sait même pas qu'il existe tellement il a été relégué et oublié, mais à tout moment, il peut être réactivé. Et alors d'ailleurs, cette rue, elle est associée à la Samaritaine, et la Samaritaine, c'est... J'allais vous en parler. Jacob, et il faut aller chercher dans les profondeurs. Le puits, il faut aller chercher l'eau. Voilà, l'eau. Et je ne vais pas trop entrer dans le détail de la légende de Samaritaine, mais la Samaritaine a 3 sœurs et 2 fils, et chacun des noms nous renvoie à un niveau de profondeur. Vous les donnez dans Métanoïa d'ailleurs. Exactement, donc on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Donc cet axe-là qui commence donc en ce que moi j'appelle l'état premier, avant qu'on ait engagé quoi que ce soit, l'état des temps. Et à l'autre bout, on a Harfleur, et étymologiquement, car gare, c'est la pierre, donc fleur de pierre. Alors Harfleur a comme spécificité... Alors, moi, naïvement, sachant que, grâce à Bernard Roger, que ce dispositif débutait donc, dans cette rue de l'Arbre Sec, et qu'après, il y a un certain nombre d'éléments qui sont évidemment alignés, notamment les bassins du Jardin des Tuileries, l'arc de triomphe du Carrousel, que moi, j'interprète comme étant le sel rouge de la pierre. L'arc de triomphe de l'étoile, tout ça symboliquement, c'est très suggestif. Donc quand on tire une ligne sous Google Earth qui part donc de la base de la rue de l'Arbre Sec et qui passe exactement par le centre des bassins sous l'arc l'arche du Carrousel, l'arc de triomphe de l'étoile. Et ce qui est le plus étonnant, alors on sait que l'Arche de la Défense est légèrement aussi comme d'ailleurs désaxé, comme le Louvre, le vaisseau du Louvre visible, parce que ça ressemble vraiment à un vaisseau, un diapason, donc c'est une forme de L, mais qui est déjà un petit peu comme un bâton qu'on plonge dans l'eau, qui perd le contact du fait de sa dimension duel substantielle avec le principe. Et l'Arche de la Défense, on nous dit pour des raisons pratico-pratiques, n'aurait pas été aligné, mais je pense qu'en fait qu'il nous rappelle que le monde humain, et le nôtre plus particulièrement, avec ce quartier des affaires des finances, est désaxé. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le toit de l'Arche de Défense, ils ont fait un chemin. Donc là, il y a une volonté.
Et l'arche de défense est continuée par une passerelle qui fait à peu près 200 mètres, passerelle en bois, et qui est exactement sur cette ligne, elle, axée, reliée au principe transcendantal représenté par l'obélisque. Et cette ligne-là, quand on la trace jusqu'au son terme, on arrive à Harfleur. Oui. Et Harfleur, c'est l'embouchure de l'ancien canal du Havre, creusé par Vauban. Et donc l'idée, c'est qu'au terme du processus, on est une fleur de pierre. Notre pierre s'est décristallisée, s'est déployée. Et donc ce n'est plus une pierre, c'est une espèce de dentelle plus volatile. Donc Plus légère, hein. notre pierre s'est transformée en fleur, et cette fleur va libérer justement son parfum, son essence. Et cette essence va rejoindre par le canal du Havre, qui est un canal de... moi je dis c'est un havre de paix, c'est le chemin du havre de paix, nous mène à la Manche, qui est une représentation du néant suressentiel. C'est-à-dire notre esprit, une fois que notre pierre va être décristallisée, est libéré comme le parfum d'une fleur et le rejoint en fait le néant suressentiel. Et ça, moi, je l'ai... donc voilà comment je l'interprète. Et donc, entre les deux points, donc 170 km, il y a une accumulation d'éléments symboliques. Par exemple, si on prend le premier élément symbolique, donc il y a eu la rue de la Bressay qui est reliée à la Samaritaine. Après, on a l'église Saint-Germain, l'Auxerrois. Et là, on retrouve le Saint-Germain, Ouais. et qui est le roi de l'eau, l'Auxerrois. Donc on retrouve le principe, il est dans l'eau, il est dans les profondeurs en fait de notre psyché signifiée par l'eau. Et puis après donc la cour carrée par exemple en soi nécessiterait une lecture de plusieurs heures, parce que c'est en fait comme un livre de pierre sur 3 niveaux, et tout le processus est décrit. Ne serait-ce qu'à la cour carrée, le jardin des Tuileries aussi formule toute une partie du processus. Donc c'est un dispositif gigantesque. Jean Richer, dans ses 2 ouvrages sur la géographie sacrée du monde grec et du monde romain, évoque également un alignement de sanctuaires depuis l'Irlande jusqu'à la Grèce, et sanctuaires à la fois chrétiens, catholiques, Saint-Michel, apollinien. Dans cette perspective-là, qui est la perspective, disons, métaphysique, le caractère confessionnel importe peu. Je veux dire par là, est-ce que, alors c'est une question à la fois même et autre par rapport à la question précédente, mais ce discours de la pierre, disons, ce discours de la terre, ce discours de la géologie, de l'architecture humaine, donc de l'intervention humaine, du temple, de la construction du temple, c'est quelque chose qui passe les ères religieuses elles-mêmes. Je veux dire par là que la Grèce antique, la Rome antique, ou la chrétienté et la catholicité, enfin en l'occurrence pour ce qui nous concerne nous en Europe de l'Ouest, en Europe latine, ce monde-là, le langage que vous décryptez et les principes que vous exposez excèdent l'appartenance confessionnelle et religieuse. Vous êtes d'accord avec ceci ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la philosophie apérénis de Huxley, il y a cette idée de version. En fait, les confessions différentes proposent de nouvelles versions. En fait, ils renouvellent et réactualisent en leur temps cette façon de penser qui, en fait, transcende. C'est ce qu'avait dit, je crois d'ailleurs, Guénon. Et c'est une marque de leur fiabilité et de leur importance. Donc, les différentes versions transcendent normalement, si elles veulent être efficaces, transcendent le temps, la temporalité des versions. Alors ce qui est intéressant, pour revenir à un site concret, on retrouve cette idée de dépassement justement de la version confessionnelle à l'entrée de la basilique de Lisieux, où l'on trouve une grande Sainte Thérèse, donc qui est à la porte du site et qui tient un livre ouvert sur lequel est inscrit en latin Omen Novum, ce qui veut dire, on peut l'interpréter comme ça, nouvelle formulation. Ce qui veut dire qu'il y a des anciennes formulations et que la basilique de Lisieux, bardée de symboles, a aussi cette visée de continuer quelque chose qui remonte avant peut-être, de façon certaine, avant le christianisme. Bien sûr. Voilà.
Alors, notre émission se termine, Stéphane Levacher. Je vous invite à rappeler les dates, si vous le voulez bien, du festival dont vous avez parlé, à peut-être évoquer, il nous reste 2 minutes, 1 minute et demie, votre site, Philosophie du patrimoine, la présentation éventuellement du programme, et puis le moyen pour les auditeurs qui seraient intéressés, évidemment, de se rendre dans ce lieu. D'abord, le peuvent-ils, quelles sont les conditions, enfin, voilà, donc l'actualité de la philosophie du patrimoine. D'accord. Alors, toute l'actualité de Philosophie du patrimoine est sur mon site philosophiedupatrimoine.fr. Donc d'ailleurs, sur ce site-là, on peut trouver aussi des informations sur le festival qui a lieu le 28, 29, 30 juin à Fervaques, au château Le Quinor, à côté de Livaro, donc pas très très loin de Lisieux. Et pour les inscriptions à ce festival, vous pouvez passer par Helloasso. Voilà. Après, sur le site Philosophie du patrimoine, il y a toutes les rubriques de mon travail, parce que je fais aussi régulièrement des visites que j'appelle initiatiques d'un certain nombre de lieux, donc pour l'instant sur Paris et en Normandie. Très bien. Stéphane Levacher, je vous remercie vivement pour cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Métanoïa, c'est aux éditions Hermésia. Et bien, souhaitons aux auditeurs du Radio Courtoisie de voyager avec vous, à la fois sur Terre et dans les cieux. Merci beaucoup, Stéphane Levacher. Merci à vous, Rémi. Vous venez d'entendre Le Monde de la Philosophie, dirigé par Rémi Soulier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 27 mai 2024, de 10h à 11h, et réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.